c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, sur le podcast de la loose, on a le plaisir de recevoir Anne-Claire, la fondatrice d'EcoFactory et l'hôte du podcast Antipop. Anne-Claire, elle est tombée dans la marmite des podcasts en 2018 et depuis, elle accompagne ceux qui souhaitent améliorer la visibilité et l'attractivité de leur podcast, podcasteurs, entrepreneurs et studios indépendants. Son objectif, aider un maximum de créateurs à construire un projet qui allie résultats et plaisir. Anne-Claire, bonjour, comment vas-tu ? Ça va super, merci à toutes les deux de me recevoir, c'est trop chouette. On est heureuse de t'avoir avec nous et avant de commencer à parler on va dire du vif du sujet, on a toujours un petit jeu, donc c'est un système de questions-réponses, il faut soit répondre par oui, soit par non, hein. Il n'y a rien de bien compliqué, est-ce que tu es prête ? Oui. Ok, déjà, bonne réponse. J'ai tout compris. Alors, c'est ça. Première question, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Ah oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions et obtenu du coup 0 réponse sur Instagram ? Non, parce que je me suis répondu à moi-même. Ça, c'est l'astuce que personne ne dit, mais qui est véridique chez tout le monde. Ouais, il faut dire les choses, les gars. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, peu importe ? 1000 fois. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté quelqu'un qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? 1000 fois. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton business ? Pleurer. Senti très mal, ouais. Pleurer. Je sais pas. Je suis une chialeuse, hein, donc ça a pu arriver. Ok. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes questions, tes choix, tes décisions, tes stratégies, tout ça ? Tous les 4 matins. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Génial, merci pour ta sincérité. Ouais, merci, parce que c'est vrai qu'on précise jamais qu'on répond tous à nos stories pour pas qu'il y ait 0 réponse. Là, ça y est, on balance les vérités, les gars. On n'est pas là pour déconner. Donc, Anne-Claire, on te connaît surtout à travers EcoFactory et ton approche aujourd'hui du podcast. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, tu as une bonne communauté, tu es intervenu dans des events en plus devant des centaines de personnes, donc tu as fait ta place dans le milieu du podcasting. Mais ce que les gens ne savent pas ou pas forcément, c'est qu'avant ça, il y a eu un autre projet, toujours en rapport avec le podcast, mais qui n'a pas pu aller au bout. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ce que c'était ce projet, quand est-ce qu'il a commencé, etc. C'était quoi l'objectif à la base ? Ouais, bien sûr. Pour se replonger dans ce projet, il faut aller en 2018. Donc, je suis salariée dans une agence de communication digitale et je suis directrice de clientèle. Et en fait, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat pour l'aspect liberté, l'aspect créativité que j'ai envie d'augmenter dans mon cadre professionnel. Et je tombe dans la marmite des podcasts en tapant basiquement interview féministe sur Google parce que j'avais envie de monter en compétence sur ce sujet. Et je tombe sur un podcast indépendant qui s'appelle Nouvelle École, qui n'existe plus depuis. Et ça me fait tomber en amour pour ce format. Et là, je me dis, il y a peut-être un truc à faire au niveau entrepreneurial, surtout que je regarde qu'aux États-Unis, c'est une vraie tendance, que il y a des applications florissantes, qu'il y a des podcasteurs qui en vivent. Et je me mets à rencontrer des podcasteurs dans des apéros, une asso qui s'appelle Podcastéo, qui n'existe pas non plus. C'est pour vous montrer à quel point je suis un dinosaure, c'est que mes rêves n'existent plus. Et je me rends compte que
moi, mon problème que j'avais, qui était d'avoir ignoré pendant si longtemps que les podcasts existaient, il y a plein d'autres personnes qui l'ont et qui ont un peu du mal à naviguer dans cette jungle de contenu. Et de l'autre côté, lors des apéros, moi, je découvre que les créateurs, ils font leur podcast, ils sont passionnés, mais en fait, ils n'ont pas beaucoup de retours, ils n'ont pas beaucoup d'infos sur leur audience. Et je me dis, c'est dommage, il y a une rencontre qui est ratée. Et j'ai envie de répondre à ce problème-là. Et ça va être ma mission, c'est créer la rencontre entre les podcasteurs et leur audience. Et moi, je baigne dans un peu la Startup Nation. On est en 2018. Je suis à Bastille, près du fief de The Family, qui n'existe plus non plus. Mais en gros, c'est un peu ce narratif de faut quand t'es entrepreneur, c'est dans la tech. Quand t'es entrepreneur, faut lever des millions. Et en gros, ton pédigré d'entrepreneuriat, il va se mesurer à ta levée de fonds, en fait, et à ton equity, tout ça. C'est quelque chose d'assez technique. Donc, moi, je suis wannabe entrepreneur et dans ma tête, j'ai des œillères et donc, j'ai un problème qui est bien identifié et ma solution, mon comment, je vais direct me diriger vers la technique, quelque chose de technique, de tech, quoi. Et donc, je décide de créer une application de recommandation de podcast avec un principe un peu communautaire où en gros tu retrouves d'autres passionnés de podcast qui te font des recommandations et tout. Donc ça résout le sujet de la découvrabilité. Et de l'autre côté, les créateurs, ils peuvent regarder qui écoute leur podcast, avoir des datas sur leur audience, voir quels sont les messages qui sont postés par leurs plus grands fans pour recommander leur podcast. Et je lance cette application en 3 mois, montre en main. Je pose ma dème, je m'y mets matin, midi et soir et je sors une première application. Donc voilà, en 12 semaines, top chrono. Pas mal, belle perf. Je croyais que c'était plus long, moi, une application. Finalement, quand on se dévoue au truc, ça peut aller très vite. Ouais. J'y ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et je partais pas non plus de zéro puisque, comme je vous disais, j'étais dans ce milieu du digital qui a été un atout pour moi parce que je savais comment créer des mock-ups, c'est-à-dire un peu des schémas, des maquettes de ce à quoi vont ressembler les pages. Je savais faire des specs, des spécificités fonctionnelles pour briefer un dev. Je savais discuter avec des devs, etc. Donc finalement, je connaissais un peu le b.a-ba. L'avenir nous dira que je connaissais pas non plus tout, mais ça, on va revenir dessus, que en fait, j'avais pas non plus toutes les cartes en main. Mais j'avais vraiment envie de faire sortir cette appli de terre et en fait, ça fait super peur de poser sa dème et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça m'a rassurée de me dire que durant mon préavis, j'aurais lancé mon MVP, la première mouture de mon projet. Ok, et est-ce que, outre les compétences et les connaissances que tu avais du coup sur ce côté un peu technique pour lancer une app, etc., est-ce que tu avais aussi du coup des ressources financières à investir ou t'es parti de zéro à ce niveau-là? J'avais mis un peu de côté en fait, parce que j'étais en CDI depuis plusieurs années et j'avais mis un peu de côté. J'avais une enveloppe de, une dizaine, 10 000 € à peu près je m'en suis servie pour, créer cette première version d'application. Donc j'ai mis toutes mes économies, oui, au lieu de m'acheter une voiture, je me suis fait une appli. C'est moins pratique pour voyager. Mais c'est un peu stylé quand même. Mais c'est vrai que ça, du coup, ça a quand même un gros investissement financier. Enfin, 10 000 €, c'est quand même pas rien pour lancer une application, un premier jet, en plus, première version de l'application. Mais donc, grosse prise de risque quand même. Mais toi, à ce moment-là, tu te sentais comment? Enfin, t'étais excitée par le projet, tu te disais, c'est parti, j'investis, mais je sais que ça va. Ouais, je me sentais super excitée par le sujet et puis ça a un côté super grisant de se dire: «J'ai un projet, j'ai les moyens pour, le réaliser, il est en train de se créer devant mes yeux, j'utilise les compétences que j'ai développées depuis, des années au service d'autres projets, de clients, donc dans le cadre de mon agence pour mon propre projet». Donc oui, je suis totalement grisée. Et en plus, en termes de contexte, de marché à ce moment-là, en France, la folie du podcast, elle commence à émerger. 2018, c'est la création de Louis Média, c'est
Binge Audio aussi. Je crois que Binge Audio a été créé en 2017, mais donc c'est 2 studios ont fait, qui ont fait histoire en fait dans le podcast natif. Il y a aussi 2 applis qui se lancent sur des applis aussi de recommandation de podcasts qui lèvent 5 millions d'euros et 10 millions d'euros. Donc, bah voilà, il y a tous ces signaux en fait qui me disent bah t'es sur the place to be, t'as eu le nez creux, t'es vraiment dans la tendance, voilà. Si ces 2 applis elles ont pu lever de l'argent, on dit en entrepreneuriat que c'est bien d'avoir des concurrents parce que ça prouve qu'il y a de l'argent et que les investisseurs y croient dans les perspectives de croissance de ton marché et tout. Donc moi je suis confiante, je suis un peu fébrile hein, quand même parce que je suis toute seule. En plus, je vais commencer à discuter avec des investisseurs, donc voilà, ça devient sérieux. Faut trouver un business model qui soit pertinent. Faut réussir à faire des claquettes parce que bah, c'est mon premier projet entrepreneurial. Je suis une femme, j'ai pas d'associé tech aussi, ce qui est quand même un gros point faible. Et je suis enceinte aussi, donc du coup, ça me fait quand même beaucoup, beaucoup de particularités à mon dossier, à mon profil d'entrepreneur. Et voilà. Ok, ouais, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de critères, comme tu dis, de particularités, en gros, qui, d'un côté, c'est vachement excitant, et en même temps, il y a plein de choses où il va falloir réussir à gérer tout ça et à prouver en plus face aux investisseurs que c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on est enceinte qu'on peut pas y arriver. Ouais, je suis à fond dans cette histoire que je me raconte à moi-même. J'ai vraiment envie d'y croire. En plus, bah, à ce moment-là, je remets en question totalement ma vie. C'est-à-dire que j'ai mentionné que j'ai quitté mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai aussi mentionné que bah, je commence ma belle aventure de la maternité. Je tombe enceinte de ma première fille, mais aussi je quitte Paris, je quitte la France pour aller m'établir à Barcelone, donc dans un pays qui n'est pas le mien. Donc là, je suis dans un contexte global de changement, et donc ça fout le vertige, mais en même temps, il y a ce sentiment de se dire bah c'est tes rêves et t'es en train de les réaliser, donc serre les dents, ça va le faire, et c'est chouette, hein. Ok, donc tu as ces fameux 3 mois où tu mets tout en place sur la première version de l'app, etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Et ben la première version de l'app, elle sort le 3 juillet, donc c'est le jour où je fais mon déménagement entre Paris et Barcelone. Donc la sortie sur les stores est symboliquement le même jour. Et on s'ensuit eh bien un été d'installation donc dans ma nouvelle ville, Barcelone. Aussi des débugages, c'est-à-dire le fait d'identifier qu'il y a des choses qui marchent pas, des choses qui sont à mettre en place. Dès le départ, j'ai mis en place une communication assez proximale, je dirais, où je vais demander des feedbacks à des utilisateurs. Je lance une newsletter pour communiquer sur les nouveautés de l'app, pour faire des recommandations de podcasts, pour du coup encourager les gens à aller sur l'application en répondant à leur problème principal qui est je ne sais pas quoi écouter. Donc voilà, je me lance, je lance ma communauté, je lance ma communication, je continue de faire un peu évoluer l'application. Et en fait, l'été se passe et j'ai un peu 2 problèmes me font face. Le premier, c'est que je me rends compte que le développeur avec lequel j'ai travaillé sur toute la partie applicative, donc toute la partie interface avec lequel l'utilisateur est en contact, et ben, il a fait des choix techniques qui sont pas les bons. Je travaille avec d'autres développeurs pour la partie back-end, c'est-à-dire tout ce qui est en coulisses, gérer la base de données, gérer tous les podcasts, etc., toute la structuration de tout ce qu'on voit pas comme utilisateur, qui m'avait dit t'es sûr, là il va faire ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et moi je pense que j'étais un peu prise dans, dans mon envie que tout se passe bien. J'étais un peu prise dans mon contexte de j'ai plein de choses à gérer, et donc ce truc-là qui est un peu compliqué à comprendre, bah peut-être j'ai pas envie
d'y mettre de l'énergie, donc je suis un peu peut-être flemmarde. Et aussi, je fais confiance, parce que je vais checker avec le développeur qui a fait ses choix techniques, et il me dit mais non, tout va bien et tout, donc j'ai envie d'avoir confiance aussi. C'est une certaine posture aussi qu'il faut apprendre en tant qu'entrepreneur quand tu manages des gens, quand tu as une vision produit. Donc ça, c'est mon premier problème qui surgit, c'est que ce choix technique, en fait, je me rends compte qu'il a des impacts très concrets sur mon application qui, pour le dire simplement, freeze. C'est-à-dire quand il y a trop d'utilisateurs, elle ne supporte pas la montée en charge, donc tous les appels pour écouter des nouveaux podcasts, et du coup, ça freeze. Donc, pour un produit qui est conçu pour être utilisé par de plus en plus d'utilisateurs, je suis dans un gros problème. Et mon deuxième problème, c'est que j'ai beau me poser la question du business model, j'ai des idées, etc., mais j'ai pas de copie qui me semble tenir la route, en fait. Donc, je vais tester plein de choses que je vais peut-être vous expliquer si vous avez envie d'en entendre parler. Moi, je Mais veux bien. ce sujet du business model, quand tu te lances en fait dans un projet, les gens ils vont te poser des questions. C'est t'as quitté un CDI pour lancer une appli, mais comment tu vas en vivre? Et comment tu vas en vivre? J'étais bien incapable d'y répondre. Donc il y a une partie de moi qui me dit bon c'est toujours comme ça, ce qu'on entend dans les belles histoires ils savaient pas comment gagner de l'argent et un jour ils ont pivoté, ils ont trouvé la bonne idée, ça a grossi assez pour créer une audience qui est monétisable et tout. Donc ça, c'est la piste que je privilégie, de me dire c'est une application qui va grossir, ça va rassembler une grosse audience et ensuite monétiser une audience, je vois comment faire. Mais bon, combien de temps ça va durer, comment j'amène cette audience et tout. J'ai quelques idées, je teste des idées comme je vous disais avec la newsletter, la com et tout, mais je sens au fond de moi qu'il y a un truc qui va pas. Je veux bien qu'on revienne sur les business models, du coup, si tu peux nous dire un petit peu plus sur ce à quoi tu as réfléchi ou ce que tes concurrents potentiellement avaient déjà mis en place, parce que tu as parlé qu'il y avait déjà 2 applications à peu près similaires. Donc voilà, et pour expliquer un petit peu le business model qui aurait pu être viable ou choisi. Mmh. Il y a eu plein de pistes de business model, donc je vais les dire un petit peu tout en vrac, et je vais développer plus celles que moi j'ai testées. Après, je peux vous identifier aussi d'autres que moi j'ai pas testées, mais que j'ai vues parmi les applications concurrentes. Donc, il y a du coup la possibilité de créer des bannières de publicité, en fait, sur certaines pages, où il y a un petit encart publicitaire, comme ce qu'on voit sur les blogs aujourd'hui, en fait, où on voit une pub pour une machine à laver sur la page d'un article sur les 5 conseils pour nanana. Donc ça, c'est un modèle qui demande du volume, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de pages vues auprès d'un grand nombre de personnes. Il y a ensuite un modèle de crowdsourcing que j'avais commencé à développer. C'est-à-dire c'était au moment où Patreon commençait à se développer, Tipeee commençait à se développer. Donc c'est ce modèle où les fans d'un créateur vont financer son travail en donnant une petite somme d'argent. Et donc j'avais installé un bouton sur la page de présentation du podcast en invitant les utilisateurs à financer le travail de leur créateur. Et l'idée, c'est que je testais ça dans un premier temps de manière gratuite, et puis au fur et à mesure, je prendrais des commissions au fur et à mesure qu'il y aurait du volume payé par ce moyen-là. Ensuite, j'ai testé un modèle de mise en avant payante, c'est-à-dire que dans le parcours utilisateur, quand on créait son profil, on entrait ses préférences et ensuite on nous poussait des utilisateurs qui avaient les mêmes goûts que soi, et ensuite des podcasts, les premiers podcasts à écouter. Et donc du coup, j'ai testé de monétiser, j'ai vendu quelques petits contrats là-dessus, sur le fait d'être poussé de manière préférentielle à ce moment clé de découverte de l'utilisateur, ou dans la page de recommandation, la page de recherche. Donc ça, c'est un modèle aussi que peut utiliser La Fourchette ou TripAdvisor, en fait, qui sont des médias de recommandation. Donc je suis allée chercher de ce côté-là. Voilà à peu près tout ce que moi j'ai testé. Ensuite, il pouvait y avoir aussi
la possibilité de vendre des contenus, c'est-à-dire de vendre du contenu de marque et de l'héberger sur son application de manière préférentielle. Donc ça, c'est quelque chose que, Magellan, une des 2 applis, que j'ai citées, a fait. Et il me semble que Cybelle, ils ont testé un peu. Alors est-ce que je non, j'ai un petit trou de mémoire sur, le business model de Cybelle, mais je sais que sur la fin, avant la dernière étape avant de fermer, parce que les 2 applications ont fermé, ils ont testé un modèle de crypto-monnaie où en gros, avec les NFT, ils cherchaient à monétiser l'audience, des utilisateurs, heu, via les NFT. Donc un peu complexe, je dirais. Voilà, Complexe et un peu précurseur aussi sur le marché, parce que pour le exactement. coup, la crypto, les NFT, c'est en train de se développer depuis quelques années, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas encore aussi, fluide, on va dire, dans l'esprit des gens, quoi. Ouais, je connais un peu moins, l'application Cybelle, donc j'ai pas de vue précise, sur le pourquoi du comment, si ça marchait et cetera. OK et OK. j'ai encore une petite question chiffre juste pour qu'on puisse, mieux visualiser le contexte. Donc là, on a parlé des business models que tu avais mis en place et cetera. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu justement, toi, quand tu as lancé ton application, tu vois, le nombre d'utilisateurs que tu avais à peu près pour qu'on puisse un petit peu, mieux contextualiser, le lancement de ton app? Ouais, le lancement de mon app, donc il est en juillet 2018, c'est la V1 qui va sortir et ensuite il y a une V2 qui va sortir, il me semble en novembre, donc quelques mois après, où, du coup j'ai résolu le problème technique, dont je vous parlais. J'ai ajouté des nouvelles features dont celle de soutien crowdfunding, des créateurs. Et donc ça demandait un nouvel investissement de ma part et d'investisseurs, mais on y reviendra. Et donc du coup, au plus fort de ma V2, j'étais à 10 000 utilisateurs par mois. Donc ça allait croissant. Au début, j'avais 3 personnes et puis au fur et à mesure, ça a augmenté. Mais 10 000, c'était pas assez. C'était pas du tout assez. Quand je discutais avec, d'autres entrepreneurs qui ont créé un studio d'applications. Ils sont dans les jeux vidéo, donc ils sont vraiment sur un grand public, et sur, voilà, un marché qui est beaucoup plus juteux financièrement que le podcast. Mais eux, ils commencent à discuter à partir de, je sais pas, plusieurs centaines de milliers, voire, plusieurs millions d'utilisateurs par mois. Donc j'étais vraiment très, 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 très loin heu, d'arriver à un palier nécessaire pour pouvoir financer cette audience, en fait, que j'avais réussi à rassembler sur mon application. Ça, c'était une de mes erreurs. Je disais que je venais de l'agence, digitale et que du coup, je venais du web et donc du coup de la création d'audience organique. En fait, ça a été une de mes leçons, c'est qu'en applicatif, c'est très rare de réussir à rassembler de manière organique une audience qui est, nécessaire à la monétisation de ton application. Ce que m'ont expliqué, bah, justement ces entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est qu'eux, au lancement de l'application, les premiers jours, les premières semaines, en fait, ils prévoient un budget média pour, en fait, arroser, les stores et pousser de manière sponsorisée leur application pour créer de manière sponsorisée du trafic et rassembler des utilisateurs sur leur application et que c'est ensuite qu'ils arrivaient de manière organique à la faire grossir avec le referral et cetera. Et donc ça demande beaucoup, beaucoup de moyens et je pouvais pas me le permettre en fait de de générer du trafic de manière, sponsorisée sur les stores parce que, bah, j'avais déjà mis, toutes mes économies, dans le produit. Oui, parce que c'est ça, tu nous disais que tu avais tout utilisé pour le lancement de la première version et pour le produit, c'est ça, en lui-même. Du coup, bah, en juillet, août, septembre, enfin, j'imagine que tu te rémunères pas du tout. Enfin, comment ça se passe? Parce que financièrement, j'imagine que ça doit être un peu stressant aussi. S'il y a eu le déménagement, il y a le bébé qui arrive, et cetera. Comment tu as vécu cette période-là? Bah, pas très bien. Hem, ouais, j'ai mis toutes mes économies dedans. Ensuite, de quoi je vivais? Bah, j'avais le chômage parce que j'étais partie à l'étranger, dans le cadre d'un suivi de conjoint
Et, et en fait, non, je me suis pas rémunérée pendant des années, en fait. Et ça a été ça le problème, en fait, à un moment qui a fait que je me suis rendue à l'évidence de ça va pas le faire. C'est qu'à un moment, je me suis dit, bah, hem, les les tests de business model que tu as fait, ils sont pas concluants. Les discussions avec les investisseurs, tu vois que ça va mener nulle part, où ils te disent toujours: «C'est intéressant sur le papier, mais on attend que vous ayez plus de traction» et cetera. Et bon, un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Et bah, au bout d'un moment, je me suis rendue à l'évidence que ce projet ne me permettrait pas d'en vivre avant très, très, très longtemps et que, bah, j'étais pas prête à ça, j'avais pas envie de ça, quoi. J'ai une petite question qui risque de pas être très sympa, Mmh. mais j'imagine que quand tu te lances dans ce genre de projet, surtout si tu dois faire appel à des investisseurs derrière, et cetera, tu es quand même censé monter un business plan, donc un budget prévisionnel justement en termes de chiffres, d'utilisateurs prévus, de business model, combien ça va te rémunérer, et cetera. Du coup, ce travail-là, est-ce que tu l'avais fait en amont ou est-ce que du coup tu l'as fait un petit peu sur le tas au fur et à mesure que ton application se développait? Bah, je l'ai fait sur le tas, en fait. En fait, je pense que j'étais tellement pressée, en fait, de concrétiser ce rêve que j'ai brûlé les étapes. Et en fait, ce sujet du business plan, ce sujet du business model, ce sujet il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles j'aurais pu me poser, tu vois? Avant de mettre toutes mes économies dans un projet. J'aurais dû le faire. Mais en fait, hem, il y avait une certaine naïveté de ma part, je pense. Et si je fais un parallèle avec les podcasteurs et podcasteuses que j'accompagne aujourd'hui, bah, il y a cette naïveté de j'y mets tellement de passion, j'y mets tellement d'énergie que je crois dans mon projet, je pense que la chance va être de mon côté. Ben, en fait, non, il y a certaines étapes par lesquelles il faut passer, en fait. Et soit tu le fais en amont, pardon, soit tu le fais en amont, soit tu fais sur le tas. Et bah, c'est moins confortable de le faire sur le tas. Bah, ça a été mon cas. Et le deuxième point, c'est que j'avais la complexité d'être sur un marché émergent. Et en fait, pour faire un business model, il faut avoir des comparatifs. Et en fait, moi, j'en avais pas puisque j'étais en train de tout créer de A à Z. Et en fait, quand j'ai pu discuter avec d'autres applis, même états-uniennes, même canadiennes, ils étaient tous dans la même galère que moi, en fait. Ils étaient tous en train de faire des tests, etc. Donc peut-être que eux, ils étaient plus aguerris et qu'ils avaient un financier aussi dans leur team qui a fait un joli tableau Excel qui racontait la belle histoire. Mais à la fin, en fait, il y a aucune application qui a survécu. Donc personne n'avait le business plan solide ou le business model magique. Donc mmh, moi, je suis partie vraiment avec cette fougue et puis cette envie aussi de pas me poser les questions parce que, bah, comme tu dis, c'était pas confortable de me poser ces questions-là et qu'il y avait une part de moi qui avait pas tout à fait confiance en moi et qui avait envie de foncer en fait, et de me prouver que j'étais capable de faire les choses et qui voyait cette proportion que j'ai à me poser énormément de questions comme une faiblesse, alors que peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait été une force. Ouais, en fait, tu t'es laissé avoir par le côté: «Je manque de confiance, donc faut que j'y aille, comme ça, moi, quand l'impulsion est lancée, allez, on y va, c'est bon, je peux plus reculer». Et en même temps, c'est vrai que, comme tu dis, ce que tu aurais pu voir comme un défaut, bah, des fois, ça peut aider, surtout dans les gros projets comme ça où on investit, bah, en plus, là, beaucoup d'argent, de temps, d'énergie, puisque tu nous as dit, matin, midi et soir et cetera. Plus tous les bugs à débugger, à trouver les solutions et cetera. Mais bon, bah, ça, c'est toujours pareil. On le sait maintenant parce que on s'est planté et qu'on a Mmh, vu que, ah, peut-être que la prochaine fois, j'utiliserai cette facette de ma personnalité, un petit peu en amont. Mais mmh. est-ce tu pas pu le savoir, avant ou t'aurais rien testé? Peut-être tu pas du tout lancé l'application, mais t'en serais pas là aujourd'hui non plus, si t'avais pas fait ça non plus. Enfin, ça, on ne sait pas, mais Ouais, moi aujourd'hui, je vois cette expérience comme, si je m'étais offert un MBA quoi. Mais j'ai testé par moi-même, je suis allée à l'école de l'entrepreneuriat, j'ai essuyé les pots cassés, bah, voilà, ça m'a coûté cher, mais bon, en termes de maturité, en termes de compétences, en termes de même confiance en moi, les apports, ils sont incommensurables et donc c'est ça que je me raconte aujourd'hui, en fait, ouais,
Ça fait un peu mal quand tu regardes les chiffres, mais je suis je suis contente de l'avoir fait. Et puis, il faut aussi, enfin, rappeler, et tu l'as très bien dit, c'est que les 2 autres applis qui proposaient sensiblement la même chose que toi, aujourd'hui ne sont plus disponibles aussi. Donc, tu pas une anomalie dans la matrice, tu vois? Il y a aussi un contexte économique qui fait que, bah, c'était peut-être pas le bon moment, que c'était peut-être pas le bon business model et cetera Mmh. et que voilà, bon, tu l'as fait et on en est là. Mais, Exactement. heureusement, on t'accueille sur le podcast aujourd'hui. Pour rebondir du coup sur la V2, tu nous as dit entre la V1 et la V2, tu as fait 2-3 modifs, etc. Ça, j'imagine que ça a dû bah, forcément te coûter de l'argent aussi. Du coup, comment tu fais à ce moment-là pour retrouver des fonds nécessaires, pour relancer la machine un petit peu, pour justement continuer à développer ton projet? Bah, il me restait une petite enveloppe, donc du coup, j'investis dedans. Donc ça, voilà, je continue. En fait, je suis un peu dans une escalade d'engagement. C'est genre, bah, la V1, elle est pas mal, j'ai des bons retours, c'est prometteur et tout. Bon, il y a ce défaut technique, bon, ça fait chier, mais bon, bah, voilà, je vais tout recommencer et ensuite, bah, j'en parle autour de moi. Il y a cet engouement autour du podcast avec les signaux dont je vous parlais, de du marché qui est en ébullition en France, qui est en confirmation, aux États-Unis. Donc en fait, discutant autour de moi, je trouve, facilement, des business angels qui ont envie de supporter le projet, qui aiment bien ma personnalité, qui aiment bien le produit tel qu'ils l'ont testé. Bon, oui, il y a ce petit problème technique, mais bon, sinon c'est carré quoi. Je fais les choses bien en fait, elle est belle mon appli, j'ai pensé à un branding, il y a une super identité visuelle, il y a une proposition de valeur qui est claire, j'ai une super communication, franchement je sais être convaincante quoi et donc du coup, j'ai déjà apporté des preuves du fait que je savais délivrer, que j'avais une vision. Le business model, oui, bah, j'ai du mal à avoir quelque chose un fichier Excel bien tout carré, mais voilà, j'ai des pistes en tête, j'ai déjà testé et cetera et donc du coup, bah, voilà, j'ai aussi, la chance d'avoir, des business angels qui me soutiennent pour, développer cette V2. Juste pour les auditeurs, auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est un business angel, est-ce que tu peux juste nous le définir rapidement, s'il te plaît? Oui, un business angel, c'est, une personne, donc un homme ou une femme, qui ont un peu de moyens, et qui ont envie d'investir, ces moyens à titre personnel dans des projets qui sont en début, d'histoire, donc qui sont vraiment au tout début de leur histoire. Et pardon, pour compléter, pourquoi on dit business angel? Parce qu'il il y a beaucoup de risques, en fait, sur ces projets-là. On dit que c'est, minimum 1/15, donc 14/15 qui meurt et 1/15 qui survit et du coup, c'est le côté angel, c'est le côté protecteur, il y a un côté plus émotionnel, moins financier à ce stade-là de développement, heu et ça va se faire sur des critères comme, j'y crois, j'aime bien ta personnalité, c'est bien ce que tu as fait et c'est sur ce genre de choses que ça se joue. Donc c'est pour ça aussi le terme de business angel. Ouais, c'est la différence avec les investisseurs où, eux, ils investissent de l'argent pour gagner encore plus d'argent dans des business models qui ont déjà fait leurs preuves ou qui ont un gros potentiel, alors qu'un business angel, il est conscient du risque qu'il prend et il est prêt, entre guillemets, «à perdre de l'argent en investissant sur toi», mais il est fan de ton projet et cetera. C'est vraiment ça Voilà. la nuance entre les 2. Ouais, c'est plus de l'encouragement, enfin c'est, ouais, je crois en ton projet. Je sais que ça peut foirer, mais je sais que ça peut marcher, mais dans tous les cas, je crois en ton projet, donc j'ai envie de te donner ce coup de pouce et j'attends rien en retour. Enfin, de Mmh. ce que je comprends de vos définitions aussi, hein. J'attends rien spécialement en retour. Si ça marche, c'est trop bien et si ça marche pas, bon, bah, je le savais quoi, donc il y a pas de Ouais, c'est ça l'idée. OK, trop bien. Donc tu as des personnes qui t'aident, pour, compléter, pour améliorer l'application, donc sur la V2. Exactement. Trop bien. Et donc tu fais ces modifications-là. Est-ce que tu vois que justement ça permet parce que bon, on sait qu'elle s'est arrêtée, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment cette application, en fait, elle s'est arrêtée? À quel moment tu t'es dit: «C'est pas suffisant»? Tu nous disais en termes de chiffres justement, il y a pas assez de trafic et Mmh. cetera. À quel moment tu te dis: «Ça commence à vraiment, piquer»? Bah, donc la V2, elle sort, en novembre 2018, donc ça fait, 4-5 mois que je suis entrepreneur.
Ensuite, je donne naissance à ma fille. Donc pendant 2-3 mois, je m'occupe un peu moins du projet. D'ailleurs, c'est un peu une tension pour moi parce que voilà, je sais pas trop comment me positionner. J'ai envie de profiter de mon bébé, mais en même temps, voilà, j'ai cette V2 qui vient de sortir, donc je suis un peu comme ça. Et ben au printemps, je dirais au printemps 2019, je me dis: va falloir va falloir faire quelque chose parce que les chiffres sont bien, mais on n'est pas non plus sur une grosse traction de ouf. Donc là, je teste aussi un aspect communautaire où je vais lancer un Patreon et donc du coup, les utilisateurs de l'appli, ils peuvent, me soutenir financièrement pour voter pour des fonctionnalités prioritaires et cetera. Donc je teste, ça aussi et aussi je vais commencer à, créer des événements pour les podcasteurs, donc un événement en avril, 2019 et un autre, en décembre, 2019 avec l'idée d'avoir ce côté un peu d'influence, de créer des liens avec, les podcasteurs dans l'idée qu'ils recommandent mon appli de manière, prioritaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai testé où en fait je faisais des partenariats de visibilité où sur mon blog, je faisais des portraits de ces podcasteurs. Je créais du contenu pour les mettre en valeur auprès de mes communautés qui étaient grandissantes, ma base de données d'abonnés à ma newsletter, mes followers sur Instagram. Et en échange, il y a des, il y a sûrement encore des épisodes qui sont disponibles. Vous entendez un podcasteur, une podcasteuse recommander l'application ICO parce qu'elle est bien pour ci, elle est bien pour ça. Donc je teste ça aussi comme levier de croissance de mon application. Mais en fait, je dirais l'enthousiasme initial, il va s'effriter au fur et à mesure où, je teste ça, mais ça marche pas non plus de ouf, je teste un autre truc et cetera et en fait, ce qui va avoir raison de de mon enthousiasme de manière définitive, c'est d'être tout le temps toute seule, en fait. De D'être toute seule à décider, d'avoir ma vision produit, mais de dépendre d'un développeur. J'aurais changé de développeur, hein, entre la V1 et la V2, hein, vous vous en êtes douté, mais dépendre d'un développeur qui a beau être, cette fois-ci super volontaire, super consciencieux, en fait, c'est pas son projet, en fait, donc il est pas aussi investi que moi, donc il y a vraiment ce côté un peu solitude, ce côté, tech où, en fait, je m'éclate pas tant que ça. Je me rends compte qu'organiser des événements, c'est ça qui m'a vraiment fait vibrer. Créer du contenu sur mon blog, c'est ça qui me fait marrer et tout et que, au moment de réfléchir aux nouvelles fonctionnalités pour l'application et tout, en fait, ça me saoule et je me dis: «Ah faut remettre de l'argent pour la maintenance, faut remettre de l'argent pour la mise à jour de telle technologie avec laquelle, on était parti et c'est les contraintes qui s'accumulent d'un côté, de l'autre côté, j'y trouve de moins en moins de sens et fin 2019, ma fille, elle a 1 an et j'ai pas dormi pendant 1 an parce qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver la voie du sommeil, on va dire et donc je suis dans un contexte où j'ai perdu le sens au niveau de mon projet professionnel, au niveau perso, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont un jour manqué de sommeil, c'était vraiment très, très dur, je pense que vous me comprenez et j'ai fait une sorte de burn-out en fait, où pendant, 3 semaines, voilà, du jour au lendemain, j'ai commencé à me mettre à pleurer tout le temps, j'avais plus du tout envie de travailler, vraiment le cerveau, tout blanc, un écran blanc comme ça. Je me suis dit: il y a quand même pas mal d'indices qui s'accumulent, donc fais un point, laisse-toi les vacances, tranquilles, reviens, en début 2020 avec une feuille de route claire sur, c'est quoi tes objectifs. Et donc début 2020, je me repose et je me définis 3 objectifs. Le premier, c'est de gagner de l'argent. Le deuxième, c'est de plus être seule au quotidien, de travailler avec des gens. Et le troisième, c'est de dire: «J'ai envie de continuer dans les podcasts. Je sens qu'il y a quelque chose, j'aime bien les rencontres que je fais, j'aime bien ce que, voilà, j'ai commencé à faire avec le contenu, les événements et tout». Hem et donc réfléchis à comment faire évoluer ton projet pour que ça réponde à ses objectifs maintenant. Et à ce stade-là, quand tu fixes ces objectifs, est-ce que tu as déjà en tête de lâcher l'application ou tu te dis comment intégrer ton application à ces objectifs-là? Je mets un peu le truc sous le tapis.
Je pense que je laisse un peu mourir, l'application. Je la délaisse, en fait. En fait, elle tourne toute seule, hein, genre, il y a des gens mon père, en fait, il l'a utilisée jusqu'au dernier jour, tu vois? Il y a des gens qui continuent à l'utiliser et tout, mais je me désinvestis du product management, pardon, le fait d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, la maintenance et tout. Je, pivote aussi au niveau de la com pour, mon nouveau projet qui est donc, devenu celui que j'ai aujourd'hui. Et voilà, je mets les choses sous le tapis et je teste, d'autres choses. Et oui, un autre truc que j'ai testé, dont je vous ai pas parlé, c'est qu'à un moment, j'ai développé une mini, marketplace pour les podcasteurs où on pouvait, hem, hem, acheter des musiques qui étaient pas libres de droit, en fait, où j'avais contracté avec, des labels pour avoir l'exclusivité, de l'utilisation de ces musiques, dans les génériques et cetera. Donc parce que j'avais des copains dans les labels, ça les intéressait de creuser cette piste de diffusion, de leurs produits, de leur catalogue. Donc j'avais testé ça. Ça a été un gros bide, parce qu'en fait, ma cible n'avait pas de sous, en fait, et il y avait trop d'évangélisation à faire pour dire: «Mais si, l'identité sonore, c'est important et tout». Et l'idée que j'avais derrière, c'était de commencer par, la musique, après, de proposer des covers et ensuite, en fait, de faire une marketplace pour aider les podcasteurs indés à se professionnaliser. Et hem et donc du coup, bah, ouais, je mets les choses sous le tapis, je délaisse l'appli et le confinement arrive et je commence à réfléchir à d'autres choses, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et là, c'est des signaux faibles un signe fort qui va m'aider, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a assisté à un de mes événements qui me dit: «Mais Anne-Claire, tu as l'air de t'y connaître en com toi, non?» Je fais: «Bah oui, c'est mon métier». «Bah en fait, je viens de lancer mon podcast, j'ai la flemme de faire ma com, je suis prête à te payer pour que tu fasses ma com, qu'est-ce que tu en penses?» Je dis: «Bah vas-y, on le fait». Parce qu'en fait, je faisais ça gratuitement juste avant. Tous les podcasteurs que je rencontrais, bah, si j'aimais bien leur projet, mais je trouvais que leur com était un petit peu, faiblarde quoi, ce qui est normal, c'était pas leur, métier, bah, je passais une demi heure, une heure à leur donner des conseils et tout. Je dis: «Bah, je le fais gratuitement et s'il y a une personne qui est prête à me payer, pourquoi pas?» Et aussi j'avais fait, des événements en ligne pendant le confinement où j'invitais des podcasteurs, donc par exemple Grégory Pouy de Vlan, Pauline Grisoni de La Leçon, à faire des webinars en live pour rencontrer leur audience. Donc le côté un peu je vous donne accès à leurs coulisses, à leur personnalité, hem, Ask Anything, vous voyez ce format où tu demandes n'importe quoi, et donc toujours dans cette mission de créer la rencontre entre l'audience et les podcasteurs, podcasteuses. Sauf que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas, en fait, leur audience qui se connectait. Ceux qui se connectaient, ceux qui étaient les plus intéressés, c'était des podcasteurs débutants. Et je me dis, en fait, tu vois beaucoup de signaux faibles de podcasteurs qui aiment ton contenu, qui ont envie d'avoir des conseils, etc. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut te concentrer. Et la rencontre, que tu as envie de créer, bah, c'est en aidant les podcasteurs à avoir une meilleure communication, avoir plus d'engagement, de la part de leurs auditeurs, à créer une vraie communauté, un vrai projet viable que tu pourras, l'accomplir. Ouais, donc ta mission de départ, au final, bah, c'est toujours la même aujourd'hui, c'est juste que tu le proposes sous un autre format, d'une autre manière, avec d'autres services et d'autres outils, quoi. Ouais, exactement. En fait, quand j'ai vu la vidéo super connue de Simon Sinek qui est Start with Why où, il fait des ronds avec, tout le monde parle de son activité en commençant par ce qu'on fait, le what, ou à la limite le how, comment tu le fais, mais en fait, il faut que tu te poses la question de pourquoi tu le fais. En fait, c'est quoi la raison d'être de ton projet? Bah, moi, ma raison d'être, elle a toujours été, très claire et c'est juste la manière d'accomplir, cette raison d'être qui a changé au fil des années. Trop bien, trop bien. En tout cas, c'est bien, tu es restée connectée à bah, comme tu dis, à ce why et je pense que c'est le plus important, en tout cas dans tous les retours là, dans le podcast qu'on a, généralement, c'est qu'il y a de temps en temps des petits désalignements avec le fameux why où on perd un peu le chemin, on se perd un petit peu dans les marécages de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, et cetera. Donc au moins ça, c'est resté fixe tout le long. Mmh. Il y a eu des comment dire? Des petits soucis, des petites fausses routes, mais en tout cas, tu es restée connectée à ça, tout le long.
Tout Ok, à fait. donc tu as mis l'application sous le tapis, mais à un moment donné, il a quand même, j'imagine, fallu l'enterrer complètement ou juste tu l'as laissé Bah, en fait, très prosaïquement, j'ai lancé mon entreprise courant 2018 et en fait, le premier bilan d'activité, il dure 18 mois. C'est-à-dire que tu dois attendre 18 mois avant de faire un bilan comptable. Et donc du coup, eh ben, mi-2018, ça nous amène jusqu'à fin 2019 et début 2020. Et donc toutes ces réflexions que j'ai autour de mon pivot et tout, eh ben, je dois les expliquer aussi à mon comptable. Et donc du coup, je regarde concrètement en fait quel est mon bilan actif, mon passif, combien me coûte l'application en termes de serveur, en termes de maintenance, etc. Et je prends la décision du coup en 2021, fin 2021, après voilà, je l'ai fait tourner, comme ça, de, couper tous les serveurs. En fait, ça a été le dernier coup, que sur lequel, qui me restait, à terme et du coup, j'ai décidé de couper les serveurs. Et comment tu l'as vécu du coup, cet arrêt finalement? Parce qu'au final c'est ton bébé, ton premier projet entrepreneurial, qui mine de rien du coup si je calcule bien ça a duré 2 ans et quelques à peu près au Ouais, total? 2 ans, ouais. À peu près. Comment tu le vis à ce moment-là, quoi? Est-ce que c'est un déchirement pour toi? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que tu le vis comme un échec? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Comment tu fais pour, rebondir? Ouais, franchement, je le vis vraiment comme un échec, hein. Et aujourd'hui, on est en 2024, donc 6 ans après, donc 4 ans après la fermeture et 6 ans après le lancement et je suis capable, d'en parler et je sens que j'ai fait un travail sur moi, que j'ai pris de la distance, que je sais raconter cette histoire de manière plus objective parce que tu m'aurais rencontré, vous m'auriez rencontré il y a 2 ans, ou même 3 ans, je vous aurais pas raconté la même histoire. J'aurais été plus honteuse, j'aurais été plus négative, en fait, sur mes choix et tout et bah, ouais, ça a été vraiment un échec. Bah, il y a cet aspect de fermer un projet, en fait, dans lequel on s'est beaucoup investi et qui n'a pas fonctionné. Il y a l'aspect aussi financier de se dire: «Bon, bah, j'ai investi, beaucoup de mes économies, dedans» et aussi, les économies, c'est pas les économies, mais un certain montant de business angel qui m'ont fait confiance et cetera, donc j'étais pas digne de leur confiance. Donc ça a été, assez difficile, pour moi et on va dire que je me suis détachée, ça reste un échec, hein, franchement, très très concrètement, mais je me suis détachée de la honte qui allait avec cet échec au fur et à mesure, par petites étapes. Une fois où, un de mes potes, m'a dit: «Non mais Anne-Claire, arrête de culpabiliser ce que vous disiez, les business angels, ils le savent quand ils investissent qu'il y en a que 1 sur 15 qui survit, donc mets pas trop d'émotionnel là-dedans. C'était leur mathématique et ils ont choisi, heu, comme des adultes, d'investir dans ton projet, donc voilà, c'est arrête avec ça». Ouais, un petit déclic. D'un déclic aussi quand, bah, je parle de cette expérience auprès de personnes et qui me disent: «Ouais, mais c'est ouf, c'était toi, Ico, mais je pensais que vous étiez une équipe de 15, mais c'est incroyable tout le projet, que tu as fait, c'était vachement qualitatif, je te connaissais». J'ai même rencontré une personne qui est devenue une de mes plus proches, amies, aujourd'hui, qui me disait: «Ah mais c'était toi derrière tout ce contenu, mais tu sais que je l'ai recommandé pendant mes cours à l'IUT, tu étais mes sources, donc tout mon contenu, sur le blog et tout». Et voilà, le retour des gens vis-à-vis de la qualité de mon travail, sachant que c'est quelque chose qui est important pour moi, de me dire que j'ai fait bien les choses, que ouais, je suis allée jusqu'au bout, que j'ai testé, que en fait, j'étais pas flemmarde, en fait. Non, j'ai testé plein de trucs, j'ai fait un super produit. Voilà, je me suis donné un maximum, les moyens et oui, il y avait des choses qui étaient un peu plus inconfortables sur le business model, le business plan, mais c'était, un côté débutant, un côté compétence et voilà, je suis pas la seule en fait à avoir fait cette erreur-là, donc entendre d'autres personnes qui ont fait ces erreurs et enfin, hem, ces applis qui ont fermé, en fait, quand ils ont définitivement mis la clé sous la porte, je me suis dit: «Bah, en fait, c'était pas forcément une question d'exécution de ta part». Eux, ils étaient, beaucoup plus nombreux que toi, ils avaient beaucoup plus de moyens que toi, ils avaient beaucoup plus de réseau que toi et ils ont pas réussi non plus. Donc en fait,
ça m'a montré que c'était peut-être quelque chose qui était lié au marché, qui était lié à la structure. Ça n'enlève pas, les erreurs que j'ai faites, mais voilà, c'était pas seulement centré sur, «Meuf, tu tout foiré, t'es trop nulle, tu rien fait comme il faut», quoi. Oui, quand bien même, en fait, tu tout fait comme il fallait, entre guillemets, si ça se trouve, tu serais arrivé au même résultat parce que, bah, la conjoncture, le marché et cetera n'était pas prêt pour ça, n'était pas fait encore pour ça et que tu aurais pu faire ce que tu voulais, en fait, ça n'aurait pas fonctionné malgré, toutes les bonnes intentions du monde. Vu que, comme tu dis, même avec 5 millions, 10 millions, ils ont pas réussi à faire une appli qui reste en vie et qui se maintient. Donc c'est bien de pouvoir détacher ça de toi, de ta personne et de te dire: «Bah, en fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec tous les outils que j'avais et finalement, bon, bah, voilà, oui, c'est un échec, mais en même temps, c'est pas parce que, c'est toi qui as tout foiré, quoi». C'est qu'il y avait plein, plein de critères à prendre en compte, Exactement, dans cette aventure. et c'est ouais, ça tient à la prise de distance, du coup qui est nécessaire, et en fait de digérer aussi son échec. Ouais, c'est important aussi, je pense, de mettre le doigt sur le fait que ça prend du temps. Peu Mmh. importe, je pense, l'échec en question, hein, qu'il s'agit de milliers d'euros ou d'un petit échec lambda, faut aussi accepter que cette digestion se passe à ton rythme, quoi. Il y a Mmh. des gens qui vont digérer en 3h30, il y a des gens qui vont mettre 3 ans et demi pour digérer, il y en a qui digéreront probablement jamais. Mais être conscient sur le fait que c'est pas parce que tu vis un échec aujourd'hui que déjà de un ça te définit pour le reste de ta vie, et de 2 il te faudra du temps pour, en tirer des leçons, rebondir, et cetera, et cetera. Ouais, et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que, Ecofactory, donc la communauté de podcasteurs que j'ai construit, et ben, ça a eu du succès. Je me suis sentie, je me suis sentie à ma place, en fait. Je sentais que j'étais vraiment utile, que j'utilisais vraiment, des core compétences, dans lequel j'étais, à l'aise, j'étais bonne. Je voyais mon impact aussi sur les podcasteurs que j'accompagnais. Et donc ça fait du bien, en fait, de se remettre d'un échec, en étant en train de construire un futur succès. Ouais et puis en plus, tu t'es débarrassé de la tech qui finalement, te plaisait plus et finalement tu t'es concentré sur vraiment ce qui te faisait kiffer et ce qui te faisait vibrer et en plus si ça fonctionne, ça devait être un petit souffle, ça devait faire du bien, ça a dû te soulager quand même. Carrément. Bien, trop, trop bien et du coup, est-ce que tu aurais un conseil justement, alors soit mindset, soit organisation? Bon, on a bien dit que écouter quand même votre petite voix, qui se pose des questions, ça peut être utile de temps en temps, mais est-ce que mais je dis rien, moi je suis pareil, moi je fonce dans le mur et après on voit ce qui se passe donc oui, forcément, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais donc je voilà. Mais est-ce que Mmh. tu aurais un conseil à nous donner, voilà, à nos auditeurs, auditrices qui, ben, voilà, qui seraient soit face à un échec ou qui sentent un petit peu, qui s'enlisent et cetera? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Mmh. C'est quelque chose que j'ai adopté, depuis, quelques mois, c'est, d'écrire, en fait, de s'écrire, tous les jours. Je fais des morning pages, c'est-à-dire tous les jours j'écris, 3 pages avec les pensées qui sont dans ma tête. Et ça m'aurait beaucoup aidé à l'époque, en fait, d'écrire sur le papier, et pour prendre de la distance, pour voir ce qui se répète, pour justement, bah, matérialiser cette petite voix, pour, et ben, aussi avoir un regard plus bienveillant sur ce que je suis en train de vivre. Donc de pas hésiter à écrire pour, cet aspect de prise de distance, pardon, et aussi de parler de cet échec avec, d'autres, personnes, d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui peuvent, comprendre vraiment ce qu'ils vivent. Parce que moi, ça m'a fait du bien d'avoir des feedbacks, bienveillants sur ce que j'avais fait, et enfin de se laisser du temps. Je rebondis juste sur, le conseil d'écriture que tu partages. Moi, je fais un truc aussi, c'est un peu dans le même style, mais j'ai un petit carnet où j'écris que les choses positives qui m'arrivent. Et ça Mmh. peut être des trucs tout bêtes, hein, ce matin, j'ai reçu un mail qui m'a mis en joie, j'ai quelqu'un qui a signé un devis ou alors on m'a proposé une collab, enfin voilà. Vraiment que des petits détails, mais que du positif
uniquement du positif. Et en fait, ce petit livre-là, il me sert justement dans mes moments de down, ou quand je suis au fond du seau, où je suis en train de me dénigrer, de m'insulter parce que je suis qu'une merde et que j'y arrive pas et que nanani nanana. Ben en fait, je relis tout ça. Et en fait, ça te permet de prendre du recul sur la vie en général, et de te rendre compte que t'es pas qu'une merde non plus, et qu'il s'est passé aussi plein d'autres choses positives à côté, et ça permet de mettre un petit peu plus de baume au cœur. Je vois ce que tu veux dire. Après, le fait de vider son cerveau comme ça, c'est dans le cas où on est un peu dans le flou, tu vois, où on sait pas trop par quel bout prendre les choses. Bah, c'est une manière de, si je dois utiliser une métaphore, de trouver un fil sur lequel tirer et se dire, en fait, c'est ça qui me dérange vraiment, c'est ça l'émotion que j'ai, parce que quand on est vraiment dedans, on peut se raconter une histoire qui est pas la bonne, ou on peut se mettre des œillères, etc. Et en fait, cet exercice, je trouve qu'il aide à le faire de manière douce, en fait. Ouais. Ou pour ceux qui aiment pas trop l'écriture comme moi, vous pouvez le faire à l'oral. Moi, Oui. je fais beaucoup ça à l'oral, j'avoue. Je me parle toute seule. Alors évidemment, si vous me voyez, ça va faire bizarre. Évidemment, je fais pas ça dans la rue, mais pareil, ouais, je démêle un petit peu tout ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je dégage un peu le surplus de pensées inutiles. Lise, tu disais la dévalorisation, etc. C'est pareil. Tu dis oui, bon, en fait, t'es en train de dire ça parce qu'il y a eu ça, mais en fait, reposons les choses tranquilles. Regarde tout ce qu'il y a eu. Même si c'est un échec, t'as quand même fait plein de choses, t'as réussi plein de choses, t'as mis en place plein de choses, t'as testé plein de choses. Donc, on repose les choses, on vire un petit peu toutes ces pensées-là, et après, on fait le tri dans ce qui nous sert, ou ce qui va nous servir après à comprendre, à démêler le flou. Et je dirais un dernier point, un dernier conseil, c'est moi je remarque que c'est ce qui m'aide dans les moments de flottement, ou les moments où tout est flou, où j'ai l'impression que j'ai un peu perdu la boussole, c'est aussi de revenir aux objectifs, de dire c'est quoi tes objectifs en fait. Et bah j'en liste 1, 2, 3, et en fait je regarde de manière curieuse, j'essaye de prendre du recul, j'essaye de regarder d'autres opportunités, d'autres manières de voir la situation. En disant, est-ce que ça répond à tes objectifs? Oui, non. Et donc, du coup, ça permet, avec ce cadre, de s'appuyer sur une réalité qui est un peu molle, qui est un peu, voilà, un peu trop brouillon, pour prendre une nouvelle perspective, une nouvelle décision de pivot, même de renoncer, de fermer un projet, de recommencer un nouveau, etc. Trop bien, parfait. Merci beaucoup pour ces petits conseils à appliquer. En plus, c'est simple à appliquer, hein, donc vous ne pourrez pas nous dire que ça demande trop de travail, trop de réflexion, hein. Juste balancer déjà tes pensées sur papier, c'est déjà... voilà, il n'y a même pas besoin de réfléchir, vraiment. Juste tu laisses couler, tu vois ce qui se passe. Donc, on est dans la simplicité, c'est très bien. Donc, Anne-Claire, on te retrouve sur Instagram, donc EcoFactory. On te retrouve en podcast sur Antipop. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te trouver? Ouais, sur LinkedIn aussi, je vais parler d'autres choses un peu différentes. Disons que sur Instagram, je vais plus parler de mon quotidien, des conseils podcast et tout. Et sur LinkedIn, je vais plus parler de mon approche entrepreneuriale, de mes leçons, de mes expériences, la création d'une communauté, des aspects de communication, donc quelque chose d'un peu plus large qui intéressera sûrement votre audience. Parfait. Donc, rendez-vous sur LinkedIn aussi. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été aussi sincère sur cette expérience qui n'est pas facile à digérer non plus, on en a parlé, hein, mais ça fait partie du process aussi, je pense, de réussir à en parler de mieux en mieux aussi. Et ça fera du bien à nos auditeurs, auditrices, je pense, de voir qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, quoi qu'il arrive. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?